De nombreuses activités ont animé aujourd'hui le lycée moderne d'Apeflou à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Diverses activités culturelles mettant en valeur la langue française. Bien que le français soit la deuxième langue officielle, son enseignement reste difficile en raison du manque d'enseignants spécialisés, ont souligné les enseignants-chercheurs. Ce matin, les membres du syndicat des paramédicaux ont été empêchés par un grand nombre de forces de l'ordre d'entrer au Hachira d'Apeflou où ils prévoyaient une mobilisation. Ils n'effectueront à partir de ce jour que le service minimum. De nombreuses activités ont animé aujourd'hui le lycée moderne d'Apeflou à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. La journée a été rythmée par une série de manifestations culturelles mettant en valeur la richesse de la langue française. Au programme figuraient des jeux linguistiques, ludiques et une exposition célébrant la culture et le patrimoine francophone. Sans oublier des pièces de théâtre et divers spectacles présentés par les élèves. Le français, qui est la deuxième langue officielle de Madagascar, occupe une place centrale dans de nombreux domaines de la société. Sa maîtrise s'avère ainsi indispensable. Toutefois, son enseignement reste un défi, notamment en raison du manque d'enseignants spécialisés, surtout dans les régions, comme l'ont souligné les enseignants-chercheurs. Dans la société malgache, le français sert de langue de communication, langue d'enseignement également, surtout à l'université, et langue utilisée dans tous les domaines, dans la société en général. Il faudrait enseigner davantage le français, former davantage d'enseignants du français. Vous savez, moi ce que je constate dans tous mes déplacements en province, c'est que il y a une pénurie de professeurs de français dans tous les lycées de Madagascar où je suis allé. En fait, ceux qui enseignent les Français, ce ne sont pas de vrais enseignants de français. Soit ils sont des historiens de formation, des profs de malgache, profs d'histoire, profs de philosophie qui enseignent le français parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Nous faisons des efforts pour former davantage de professeurs de français. C'est notre travail à l'université. Nous formons des professeurs de français, mais l'offre ne suit pas la demande. Une maîtrise insuffisante du français constitue un obstacle majeur tant dans la recherche d'emploi que dans l'insertion professionnelle. Par ailleurs, la conjoncture économique et sociale actuelle impacte l'enseignement du français, selon les explications. Bien sûr que l'économie impacte toujours la situation socio-culturelle. Donc, ça peut poser des problèmes. Il y a des enseignants qui sont non motivés, je dirais. Vous comprenez? Non motivés. Les élèves, comment voulez-vous qu'un élève assimile, pas seulement le français, mais toutes les matières, en venant à l'école le ventre vide? Parce que c'est une réalité que j'ai constatée également sur terrain. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Voilà. La Journée internationale de la francophonie a été célébrée ce 20 mars sous le thème « Je m'éduque, donc j'agis ». À cette occasion, plusieurs établissements engagés dans l'enseignement du français ont été récompensés pour leur contribution à la promotion des valeurs francophones. Membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1970, Madagascar s'inscrit ainsi depuis plus de 50 ans dans une dynamique qui rassemble les pays utilisant partiellement ou entièrement la langue française. Les bénéfices que chaque pays membre de l'OIF tire de son adhésion dépendent de sa capacité à saisir et à exploiter les opportunités offertes. À Madagascar, plusieurs projets et programmes sont financés par l'OIF. Mais cette adhésion a-t-elle réellement eu un impact concret pour le pays? L'impact de l'OIF semble limité, mais selon un analyste politique, il ne faut pas immédiatement en faire porter la responsabilité à l'organisation. L'OIF offre des opportunités de coopération et de financement qu'il appartient à Madagascar de savoir exploiter.
L'absence d'impact tangible ne relève pas uniquement de l'organisation elle-même, mais aussi de la responsabilité des Malgaches dans la mise en œuvre et l'utilisation de ces ressources, plutôt que de rejeter la faute directement sur l'organisation. Face au retrait de plusieurs pays africains de l'OIF, il est essentiel de ne pas assimiler l'Organisation internationale de la francophonie à la France, selon les explications. Avant d'envisager un éventuel retrait, Madagascar doit d'abord évaluer les bénéfices de son adhésion. L'accès à un réseau de 88 pays membres offre des opportunités de coopération, notamment à travers des échanges culturels, économiques et d'expérience, a souligné cet analyste politique. L'impact n'est peut-être pas direct, mais il revient aux dirigeants de le rendre concret. À Madagascar, où la pauvreté est omniprésente, des financements de l'OIF sont-ils alloués au développement et à la lutte contre ce fléau? Il est essentiel de clarifier cette question afin d'éviter une mauvaise utilisation des fonds. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'impact de l'OIF reste peu perceptible au quotidien. L'enseignant et analyste en histoire et culture, Emerson Aljanejazaf, a réitéré pour sa part que c'est le régime en place qui ne parvient pas à tirer parti de l'OIF pour en faire un levier de développement pour Madagascar. Selon lui, jusqu'à présent, l'Organisation internationale de la francophonie a surtout servi d'instrument à la France pour perpétuer son influence sur ses anciennes colonies. Membre de l'OIF depuis 55 ans, Madagascar reste confronté à une relation qui relève davantage du néocolonialisme que d'un véritable partenariat de développement. Ce matin, les membres du syndicat des paramédicaux, infirmiers et sages-femmes, ont été empêchés d'entrer au sein du centre hospitalier Joseph Ravouang Andjinaval-Napeflou alors qu'ils prévoyaient une mobilisation pour faire entendre leurs revendications. Des agents de sécurité renforcés ont bloqué l'accès aux paramédicaux et aux journalistes. Seul le président du syndicat a été autorisé à entrer au sein de l'hôpital pour dialoguer avec les responsables de l'établissement. Quelques minutes plus tard, ce dernier est revenu annoncer que les paramédicaux n'auront pas le droit d'entrer au sein de l'hôpital. Nous n'avons pas le droit d'entrer ici. On nous a dit de trouver une autre enceinte, que ce soit à Biefilatanan ou au ministère. Pourtant, il s'agit d'un établissement public, notre lieu de travail. Selon l'article 9 du statut général des fonctionnaires, si nous manifestons à l'extérieur, et que des débordements surviennent, nous en serons tenus responsables. La loi prévoit que nous puissions nous exprimer à l'intérieur de notre établissement. Ce que nous subissons est une violation de notre statut de fonctionnaire et nous le déplorons. Les injustices et difficultés qu'ils subissent motivent cette mobilisation. Parmi leurs préoccupations figurent les accidents survenus à leurs collègues dans l'exercice de leurs fonctions, à savoir des décès, des brûlures et des incarcérations, le non-respect de leurs droits fondamentaux, notamment les problèmes de recrutement et de mutation, ainsi que les abus de pouvoir et les harcèlements. La suite de la mobilisation dépendra de la mise en œuvre de mesures concrètes pour résoudre ces problèmes. Leur mobilisation s'intensifiera si leurs revendications restent insatisfaites. Notre salaire est déjà modeste, mais en plus, nous subissons des abus de pouvoir. C'est pourquoi nous débraillons. Certains de nos collègues, victimes d'accidents de travail, ont été laissés pour compte. Certains sont même décédés sans qu'aucune enquête ne soit menée pour identifier les responsables et prendre des mesures. Ce n'est pas une grève, mais un débraillage. Nous attendons des solutions, car nous subissons bien trop d'injustices. À partir d'aujourd'hui, les paramédicaux se contenteront d'assurer le service minimum. Les autorités et le ministre concerné sont attendus pour présenter des solutions aux revendications du syndicat. Ces professionnels, essentiels dans l'accueil et les soins aux patients, occupent une place cruciale face au manque de médecins dans le pays. L'arrêté pris mardi dernier par la commune urbaine Tatanangiv visant à déloger les commerçants de rue entre en vigueur aujourd'hui. La commune a immédiatement lancé l'expulsion.
Pourtant, ce matin, la situation sur place restait contrastée. Certains commerçants ont pu vendre librement, tandis que d'autres ont été empêchés d'exercer leur activité. Face à cette confusion, plusieurs d'entre eux se sont rendus à l'hôtel de ville pour demander des explications, mais leur requête est restée sans réponse. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser tout rassemblement. Les commerçants, eux, réclament avant tout des solutions. C'est grâce à nous, commerçants, que vous êtes parvenus à ce poste, Madame la maire, mais pourquoi nous traiter ainsi ? Nous ne pouvons plus subvenir à nos besoins. Si nos occupations actuelles ne vous conviennent pas, donnez-nous une solution. Nos enfants ont besoin de manger et d'étudier. Vous ne semblez pas savoir gérer les voleurs, et ce sont ceux qui travaillent honnêtement qui subissent vos représailles. Le président du marché a expliqué pourquoi certains commerçants étaient autorisés à vendre. Selon lui, seuls ceux en règle pouvaient exercer leur activité librement. Nous avons fait l'effort de nous rendre à la direction du marché d'Analakel, où on nous a informé que nous débordions des zones autorisées et que notre activité était illégale. On nous a dit que nous devions partir, car nous n'avions pas respecté les règles. Nous avons négocié pour pouvoir revenir à nos emplacements et essayer de gérer notre commerce dans les zones qui nous sont attribuées. Certes, il y a des commerçants qui exercent directement en pleine rue. Les commerçants de rue ne sont pas les seuls concernés par cette opération, puisque les sans-abri ont également été expulsés. Ces dernières réclament un abri. Rappelons que la commune urbaine d'Atananarivo a effectué une descente sur les lieux mardi dernier, annonçant qu'il s'agissait d'une phase de réorganisation et que l'expulsion des commerçants n'avait pas encore commencé. C'est à cette occasion que les autorités ont invité les commerçants à se rendre à la maison communale d'Issouch, ce que ces derniers ont perçu comme une démarche pour recenser les personnes en vue d'un éventuel transfert au marché d'Amoudensouch. La suite est attendue. « 80% de la population vit dans la pauvreté absolue, selon les résultats de l'enquête d'Afrobaromètre Madagascar. 94% des Malgaches ne bénéficient pas d'un revenu régulier, 65% peinent à se nourrir suffisamment et 62% n'ont pas accès à des soins de santé adéquats. Concernant l'accès à l'eau potable, 74% de la population n'a pas accès à une eau salubre. De plus, 60% des Malgaches doivent parcourir de longues distances pour se procurer de l'eau. Seulement 39% en puisent à proximité de leur domicile et à peine 1% disposent d'un robinet à l'intérieur de leur maison. En matière d'installation sanitaire, seuls 2% des ménages bénéficient de toilettes à l'intérieur, tandis que 62% ont des toilettes à proximité. L'enquête indique également qu'environ 18% de la population doit dépenser de l'argent pour accéder à des toilettes et qu'un autre 18% n'en utilise pas du tout. Enfin, sur le plan de l'électricité, cette 10e enquête Afrobaromètre révèle que seulement 9% des Malgaches ont accès à l'électricité fournie par la Jirama, que ce soit de manière intermittente ou continue. Pour compenser ce manque, 79% produisent leur propre électricité grâce à l'énergie solaire et 16% utilisent des batteries. 8 Malgaches sur 10, c'est-à-dire 80% des Malgaches, vivent à un niveau modéré ou élevé de pauvreté, voire au moins ou quelquefois manquer de revenus en espèces, de nourriture et de soins médicaux. Par rapport à l'accès à l'eau et à l'assainissement, près de 3 quarts, c'est-à-dire 74% des Malgaches affirment avoir manqué d'eau potable pour leurs besoins domestiques. 6 citoyens sur 10, c'est-à-dire 60%, disent disposer de leur source d'eau hors de leur concession. 39% disent l'avoir à l'intérieur de leur concession et seulement 1% l'ont à l'intérieur de leur maison. Enfin, par rapport à l'accès à l'électricité, environ un Malgache sur 11, 9%, bénéficie d'un approvisionnement en électricité par la Jirama, disponible la plupart du temps ou tout le temps. Et les panneaux solaires et les batteries sont les sources alternatives d'électricité les plus utilisées par les Malgaches.
Le deuxième rapport de la 10e enquête Afrobaromètre, axé sur la pauvreté, les conditions de vie des Malgaches, ainsi que l'accès à l'eau et à l'électricité, a été présenté ce jour au siège de Coefre sur Sabaran Zanapaibé. Cette enquête a été réalisée auprès de 1200 personnes réparties dans les différentes régions de l'île.